Imagine, tu vis avec quelqu'un depuis des années. Tu l'aimes, tu te donnes à fond. Et pourtant, tu te sens vide, coupable, perdu. Tu demandes si c'est toi qui deviens fou. Et si je te disais que des milliers de personnes, juste comme toi, ont vécu exactement la même chose et qu'elles ont mis des années à comprendre qu'elles étaient face à un pervers narcissique. Aujourd'hui, je vais te révéler les 6 malentendus les plus dangereux que tout le monde répète et qui te maintiennent prisonnier. Si tu veux enfin ouvrir les yeux et protéger ton entourage, abonne-toi tout de suite et active la cloche parce que cette vidéo peut littéralement changer ta vie. Le premier malentendu qu'on entend partout. Le pervers narcissique, c'est juste quelqu'un d'égocentrique ou de méchant. Alors stop, respire un coup. Non, ce n'est pas juste ça. Le pervers narcissique n'est pas simplement quelqu'un qui pense trop à lui ou qui est désagréable. C'est une structure de personnalité pathologique reconnue dans le milieu et psychologique depuis des décennies. Le docteur Isabelle Nazaraga, dans son livre référence « Les manipulateurs sont parmi nous », il y a plus de 500 000 exemplaires vendus, traduits en 8 langues, explique très clairement « Le manipulateur pervers narcissique n'est ni un simple égoïste, ni un simple méchant. Il utilise l'autre comme un objet pour nourrir son sentiment de toute puissance et combler son vide intérieur. » Est-ce que tu vois la différence? L'égoïste prend la plus grosse part de gâteau. Le pervers narcissique te fait croire que tu n'as même pas le droit d'avoir faim et finit par te convaincre que c'est toi qui l'as privé de dessert. En 2009, l'OMS a officiellement intégré le trouble de la personnalité narcissique, qu'on appelle aussi TPN, dans le CIM-10, c'est le code F68, peu importe, et de nombreux cliniciens, dont le docteur Jean-Charles Bouchou, auteur de Pervers narcissique, distinguent clairement le narcissique vulnérable du pervers narcissique. Ce dernier présente presque tous des traits antisociaux associés, absence totale d'empathie, mensonge pathologique, absence de culpabilité. Concrètement, quand tu dis « c'est juste un égoïste », tu minimises. Et minimiser, c'est exactement ce que le PN veut. Parce que tant que tu penses que c'est juste un défaut de caractère, tu restes, tu excuses, tu espères qu'il va changer. Un témoignage réel tiré du livre de Geneviève Schmidt, c'est une experte judiciaire et victime devenue spécialiste. Elle dit « Pendant 12 ans, j'ai dit à mes amis, il est très centré sur lui, c'est tout. Elles me répondent, tous les mecs sont comme ça. En réalité, ils me détruisaient méthodiquement. J'ai fini en dépression sévère avec des idées suicidaires. Quand j'ai enfin compris que ce n'était pas juste de l'égoïsme, j'ai pu partir. » Tu sais ce qui est terrifiant? C'est que des études françaises entre 2018 et 2021 estiment que 2 à 6% de la population présente ce profil. Ça veut dire qu'en France, il y a entre 1,3 et 4 millions de pervers narcissiques. Et combien de victimes qui pensent encore que c'est juste quelqu'un de méchant? Non, on a tous dans notre entourage quelqu'un qui dit « Mon ex était vraiment égoïste, mais bon, 3 petits points. » Et derrière ce « mais bon », il y a souvent des années de violence psychologique invisible. Le premier pas pour s'en sortir, c'est de nommer les choses correctement. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de la méchanceté ordinaire, c'est une pathologie manipulative, destructrice. Si tu reconnais même vaguement ce que je viens de dire, si tu as un doute sur quelqu'un dans ta vie, ne minimise plus. Et surtout, partage cette vidéo tout de suite à la personne qui en a besoin, sur WhatsApp, sur tes réseaux sociaux, peu importe, ça peut les aider. Que ce soit ton ami qui dit « il est juste égoïste », un membre de ta famille qui répète « elle est un peu toxique, mais bon », à ta collègue qui pleure dans les toilettes après chaque appel avec son conjoint. Un simple partage peut littéralement sauver une vie. Maintenant, on continue dans la partie 2 avec le deuxième malentendu. Ce deuxième malentendu, c'est on le repère tout de suite, il est forcément arrogant et flamboyant. Tu sais ce qu'on voit partout sur TikTok, YouTube, Instagram? Le pervers narcissique en costard qui hurle, qui claque la porte, qui te traite de tous les noms devant tout le monde. Le genre de mec ou de nana ultra charismatique au début, puis qui devient un monstre visible à 3 km. Et toi, tu te dis « Moi, le mien, il n'est pas comme ça. Il ou elle est plutôt calme, discret, parfois même victime aux yeux des autres. Donc ce n'est pas ça. » Eh bien, c'est une erreur grossière. En réalité, seulement 20 à 30% des pervers narcissiques correspondent à ce profil grandiose, arrogant, qu'on nous vend partout. Les 70 à 80% restants sont ce qu'on appelle les pervers narcissiques vulnérables. Et ceux-là,
tu ne les vois pas venir, jamais. Le docteur Paul-Claude Racamier, psychiatre et psychanalyste français, qui a inventé le terme perversion narcissique en 1986, l'avait déjà dit. La perversion narcissique la plus dangereuse est celle qui se cache derrière une façade de fragilité, de souffrance, de gentillesse. Isabelle Nazaraga, encore elle, parce qu'elle est la référence validée, elle donne une liste de 30 critères. Et tu sais quoi, le critère arrogance visible n'en fait même pas partie. Par contre, il y a se poser en victime, parle peu de lui au début, fait culpabiliser subtilement. Et le dernier, le mieux, c'est souris quand tu pleures. Un témoignage réel recueilli par Geneviève Schmidt lors de ses accompagnements judiciaires. Tout le monde adorait mon mari. Il était timide, serviable. Il pleurait facilement quand on parlait de son enfance difficile. Mes amis me disaient « Tu as tellement de la chance, il est si doux ». Pendant ce temps, à la maison, il me disait tous les soirs que sans lui je n'étais rien, que personne ne m'aimerait jamais comme lui. Quand j'ai voulu partir, il a fait une tentative de suicide devant les enfants. Tout le monde m'a traité de monstre. Est-ce que tu entends ça? Ce PN est souvent perçu comme l'ange par l'entourage et toi comme le bourreau quand tu commences à te défendre. Une étude de 2020, publiée dans Personality Disorder, Théorie et recherche et traitement, bref, c'est un institut psychologique américain, une association, a comparé les deux types. Le grandiose et bruyant, dominateur, séducteur au sensatoire. Le vulnérable utilise la honte, la culpabilité, le chantage affectif, la victimisation permanente. Et devine lequel fait le plus de dégâts à long terme. C'est le vulnérable, parce que personne ne te croit quand tu dis que tu souffres. Nous, on a tous entendu. Mais il ou elle a l'air si gentil. Mais il ou elle ne t'a jamais frappé. Arrête de traumatiser, il est juste sensible. Et pendant ce temps, toi tu deviens un fantôme dans ta propre vie. Le pire, que ce type de PN est souvent dans les métiers d'aide. Infirmier, enseignant, coach, psy parfois, parce que ça lui donne un accès illimité à des proies empathiques. D'ailleurs, si tu reconnais ce type de profil, tu peux me le dire en commentaire. Si aujourd'hui tu te dis « Le mien n'est pas arrogant, donc ce n'est pas un PN », je te supplie d'arrêter cette pensée tout de suite. Le vrai signe, ce n'est pas le volume de la voix ou la taille de l'ego affiché. C'est l'effet que cette personne a sur toi après des mois ou des années. Tu te sens vide, tu doutes de ta santé mentale, tu as peur de parler et tu marches sur des œufs. Et pourtant, aux yeux du monde, c'est toi le problème. Si tu vis ça, ou si quelqu'un dans ton entourage vit ça, envoie-lui maintenant. Dans la prochaine partie, on va parler de la phase la plus dangereuse que tu te répètes probablement tous les jours. Il ou elle souffre, et je peux la sauver. Alors, on va être honnête 2 secondes. Toi et moi, on a le cœur sur la main. Quand quelqu'un nous dit « J'ai eu une enfance épouvantable, ma mère me battait, mon père m'a abandonné, on m'a humilié à l'école », notre premier réflexe, c'est la compassion. On se dit « Pauvre chou, bien sûr qu'il est abîmé. Moi, avec mon amour, je vais réparer tout ça. » Là, il faut arrêter de suite et respirer. C'est exactement ce qu'il attend que tu penses. Oui, presque tous les pervers narcissiques ont effectivement vécu des traumas graves dans leur enfance. Ça, c'est factuel. L'abandon, humiliation répétée, violence, inceste parfois. Le docteur Jean-Charles Bouchou l'écrit noir sur blanc. La perversion narcissique est une stratégie de survie mise en place très tôt pour ne plus jamais ressentir la terreur de l'abandon ou de l'anéantissement. Mais attention, et c'est là que tout le monde se plante. Avoir été victime ne donne pas le droit de devenir bourreau. Et surtout, ça ne rend pas la guérison possible avec ton amour. Le psychiatre Alberto Heger, spécialiste reconnu de la perversion narcissique, est catégorique. Le narcissique ne souffre pas de son trouble, il en jouit. Il a trouvé la solution idéale, faire payer aux autres la douleur qu'il refuse de ressentir. En clair, il a transformé sa blessure en une arme. Et toi, tu es l'arme choisie. Écoute ce témoignage réel, recueilli toujours par Isabelle Nazaraga, dans ses groupes de parole publiés en 2018. Je cite « Il me racontait tous les soirs comment sa mère l'enfermait dans le placard, je pleurais avec lui, je lui disais « Je ne te laisserai jamais seul comme elle ». Un jour, après 7 ans de relation, je lui ai demandé pourquoi il me traitait exactement comme sa mère l'avait traité. Il m'a regardé dans les yeux et m'a répondu très calme « Parce que maintenant, c'est toi qui mérites d'avoir mal ». Est-ce que tu ressens le frisson dans cette phrase? C'est toi qui mérites d'avoir mal. C'est ça la vérité nue. Une étude longitudinale
de 2021 avec l'Université de Geneviève et le CHU de Lille a suivi 68 personnes narcissiques diagnostiquées en thérapie sur 5 ans. Résultat, c'est 91% ont abandonné la thérapie avant 6 mois, c'est-à-dire dès le début. Parmi ceux qui sont restés, aucun n'a montré de changement durable de la structure perverse. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de motivation interne. Ils ne souffrent pas. C'est toi qui souffres à leur place. On te vend le mythe du beau gâchis. Si seulement il ou elle rencontrait la bonne personne. C'est faux, c'est dangereux. Et c'est exactement la carotte qu'ils agitent devant toi pour te garder. Marie-France Irigoyen, psychiatre et victimologue, l'a écrit en 1998 et le répète encore en 2025. Croire qu'on peut guérir un pervers narcissique par l'amour est aussi réaliste que croire qu'on peut guérir un diabaï de la peste en lui faisant des câlins. Et pourtant, on y croit toutes et tous. On se dit « moi je suis différente, moi je vais y arriver ». Résultat, on reste 5 ans, 10 ans, 20 ans, et on sort en miettes. Si tu es en train d'écouter ça, et que tu te dis « oui, mais lui a vraiment souffert, je le vois dans ses yeux », je te pose une seule question. Est-ce que tu acceptes que tes propres enfants vivent la même chose parce que leur conjointe a eu une enfance difficile ? Si la réponse est non, alors pourquoi toi tu l'acceptes ? Ton amour ne répare pas une personne qui a choisi de ne jamais se réparer. Ton amour devient juste le carburant de sa destructivité. Il faut bien penser une chose, c'est chaque jour où on reste pour sauver, on s'enfonce un peu plus. Maintenant un autre mythe. Le pervers narcissique sait qu'il fait du mal, il est conscient et choisit de détruire. On va aller droit au cœur du sujet qui fait le plus peur. Tu l'as forcément déjà dit, en pleurant sous la douche. Mais il sait très bien ce qu'est. Il le fait exprès, c'est un monstre. Je vais te dire quelque chose qui va te secouer. Non, il ne sait pas. Pas comme tu l'imagines. Attention, ça n'excuse en rien son comportement, j'insiste là-dessus. Ça n'excuse pas du tout. Je vois déjà les commentaires qui vont fuser là-dessus, mais si tu comprends ça, tu vas enfin arrêter de devenir folle à essayer de lui faire comprendre. Parce qu'on perd un temps fou, une énergie hallucinante, à essayer de lui faire comprendre les choses. Le docteur Bouchou, encore lui, explique avec une phrase qui reste gravée. Le pervers narcissique n'a pas de conscience morale. Il a un système de défense narcissique qui fonctionne comme un mur blindé. Rien ne rentre, rien ne sort. En clair, il ne ressent pas la culpabilité. Il ne ressent pas l'empathie. Et surtout, il ne se voit pas comme le méchant de l'histoire. Dans sa tête, c'est toujours toi qui exagères, qui est trop sensible, qui provoque, qui mérite. Une étude de neuroimagerie de 2019 avec l'Université de Vienne et le King's College à Londres a comparé des cerveaux de personnes diagnostiquées PN avec des cerveaux témoins. Résultat, c'est l'aire du cortex préfrontal, bref, c'est celui qui est responsable de l'empathie et de la culpabilité, est significativement moins active chez le PN. D'ailleurs, c'est au même niveau que certains sujets psychopathes. Ce n'est pas une excuse, c'est une réalité biologique et psychique. Il y a encore un autre témoignage d'une femme qui a vécu 18 ans avec un PN. Ça a été recueilli après une expertise judiciaire en 2022. Je cite. « Un soir, après m'avoir insulté pendant 2 heures, je lui ai demandé « Mais tu te rends compte que tu me fais mal ?» Il m'a regardé avec des yeux totalement vides et il a répondu « Je ne vois pas de quoi tu parles, c'est toi qui me fais du mal en inventant des problèmes. » Ce témoignage est 100% vrai. C'est ça le vertige. Il ne ment pas quand il dit qu'il ne voit pas. Il est sincère, convaincu que tu es le problème. Paul-Claude Racamier disait « Le propre de la perversion narcissique est de rendre l'autre fou tout en restant persuadé que c'est l'autre qui est fou. Donc non, il ne passe pas ses nuits à se frotter les mains en riant de ta souffrance. Il dort comme un bébé. Parce que dans son monde intérieur, il est la victime éternelle et toi, l'agresseur. Et c'est là que ça devient terrifiant. Puisqu'il ne sait pas qu'il fait mal, donc il ne peut pas arrêter. Jamais. Même s'il pleure, même s'il jure qu'il va changer, même s'il va chez le psy, 3 fois, grand maximum et encore, son système de défense est plus fort que tout. Il te fera porter la faute de son propre comportement jusqu'à la fin des temps. Marie-France Irigoyen le résume brutalement. Attendre d'un pervers narcissique qu'il prenne conscience de ce qu'il fait, c'est comme attendre d'un daltonien qu'il voit la couleur rouge. Il ne la voit pas, point.
Alors pourquoi il fait ça, s'il ne sait pas? Parce que c'est sa seule façon de ne pas s'effondrer. Dès qu'il sent qu'il perd le contrôle ou qu'il pourrait ressentir de la honte, il te détruit pour ne pas se détruire lui-même. C'est automatique, inconscient, implacable. Si tu passes ton temps à essayer de lui faire comprendre, tu perds ton énergie et ta santé mentale. Il ne comprendra jamais. Et plus tu essaies, plus il te renvoie que c'est toi qui es folle de vouloir qu'il change. Le seul moment où il sait, c'est quand tu pars vraiment. Là, il peut simuler des regrets spectaculaires. Je dis bien simuler. Mais ce n'est pas de la conscience, c'est de la panique de perdre son objet narcissique. 3 semaines plus tard, tu redeviens la folle, hystérique, la méchante. Si tu es en train d'écouter ça et que tu attends encore qu'il ou qu'elle réalise, arrête de suite. Le jour n'arrivera jamais. Maintenant, le 5e malentendu, il est simple. C'est si tu fixes des limites claires, il va te respecter et changer. C'est la phrase qu'on te répète un petit peu partout. Pose des limites, dis non, sois ferme. Les coachs, les amis, les livres de développement personnel, même certains psys le servent en boucle. Et moi-même, dans certaines vidéos, je te l'ai dit aussi. Non. Apprendre à dire non, oui c'est bien. Mais avec eux, pas la peine, il faut couper court. Tu prends ton souffle et tu te dis « Stop, tu ne me parles plus comme ça. Si tu cries encore, je pars de la pièce. » Tu te sens forte pendant 3 secondes. Et là, c'est l'enfer qui commence. Parce que le narcissique ne respecte pas les limites. Il les pulvérise. Et pire, il va les utiliser contre toi. Isabelle Nazaraga l'a écrit noir sur blanc dès 2004 et le répète encore maintenant. Toute limite posée à un manipulateur est vécue comme une attaque narcissique mortelle. Il va donc tout faire pour la détruire et pour te faire payer de l'avoir posée. Concrètement, voilà ce qui se passe quand tu poses une limite. D'abord, il fait semblant de l'accepter. On va retrouver le fameux love bombing pendant 48 heures. Des fleurs, des excuses, des larmes, des je t'aime à tout va. Peu importe. Ensuite, il va transgresser de façon encore plus violente cette règle, cette limite. Juste parce que tu l'as posée. Et enfin, il te fait porter la responsabilité de sa transgression. Tu vois, à cause de tes limites, je suis obligé d'être comme ça. Un témoignage réel, pareil, d'un dossier judiciaire d'une victime qui a été accompagnée. Je cite, « Je lui ai dit, si tu me traites encore de conne devant les enfants, je prends la voiture et je dors à l'hôtel. » Le lendemain, il m'a traité de conne, de folle, devant les enfants. Puis, il a pris mes clés de voiture et il est parti en claquant la porte. Quand il est revenu, il m'a dit « Tu vois, c'est toi qui provoques. Je suis obligé de réagir comme ça à cause de tes menaces. Est-ce que tu comprends le mécanisme ici ? Ta limite devient la preuve que tu es le problème. » Une étude française en 2022, avec le CHU de Toulouse et l'association de victimes de psychopathie, ont suivi 127 victimes qui avaient tenté la communication non violente ou la pose des limites fermes avec un narcissique diagnostiqué. Et j'insiste bien, diagnostiqué. Les résultats, c'est que 94% ont subi une escalade immédiate de la violence psychologique. 77% ont vu leur état de santé, anxiété, dépression, s'aggraver dans les 3 mois suivants. Et pire, 0%, je dis bien 0%, ont obtenu un respect durable des limites. Pourquoi ? Parce que le PN, une limite, c'est une menace d'abandon, une activation de sa terreur primitive. Et sa seule réponse possible, c'est de te détruire avant que tu le détruises. Jean-Charles Bouchoux l'a dit clairement. Poser une limite avec un pervers narcissique, c'est comme agiter un chiffon rouge devant un taureau qui a décidé de te tuer. Et le pire, l'entourage va te dire « Mais tu n'as pas été assez ferme, tu n'as pas tenu ta limite. » Donc tu vas recommencer, plus fort, et tu vas tomber encore plus bas. La vérité brutale, la seule limite qui fonctionne avec un PN, c'est la distance physique et définitive. C'est ce qu'on appelle le no-contact ou encore le contact gris-roche. Strictement administratif, mais écrit. Tout le reste, ça va le nourrir. Donc si aujourd'hui tu es encore en train d'essayer de poser des limites claires pour qu'il change, faut arrêter de suite. Tu n'es pas en train de te protéger, tu es en train de lui donner des nouvelles munitions. Maintenant, le dernier malentendu. C'est sortir de la relation, ça veut dire que tout est fini, on guérit et on passe à autre chose rapidement. Tu y es arrivé, tu as claqué la porte, il ou elle t'a jeté comme une chaussette trouée, et tu respires enfin. Tu te dis, c'est terminé, dans quelques mois je serai comme avant, je vais revivre. Je vais être très clair avec toi, parce que personne n'ose te le dire. Non, ce n'est pas terminé. Et tu ne seras plus jamais exactement comme avant. Et ça, c'est normal. Partir, c'est la première victoire.
Et déjà, félicitations. C'est déjà un grand cap. Mais la guerre, elle continue dans ta tête, dans ton corps, dans tes nuits, et parfois pendant des années. Le docteur Muriel Salmona, psychiatre spécialisé dans les psychotraumatiques, l'explique depuis 20 ans. Les victimes de violences narcissiques présentent les mêmes symptômes neurobiologiques que les victimes de torture ou de guerre. Dissociation, mémoire fragmentée, hypervigilance permanente, effondrement de l'estime de soi, et surtout un syndrome de stress post-traumatique complexe. C'est ce qu'on appelle les TSPT-C. Une étude de 2023 avec les hôpitaux psychiatriques et l'Université de Montréal a suivi 412 personnes sorties depuis 6 mois à 5 ans. 82 souffraient encore de symptômes dépressifs ou anxieux sévères. 67% faisaient des cauchemars récurrents où le PN revenait. 54% avaient développé des addictions, alcool, médicaments, travail, réseaux sociaux, pour ne plus y penser. 41% étaient déjà retombés avec un nouveau partenaire du même profil. Une personne sur deux. Pourquoi ? Parce que le PN ne te vole pas seulement ton temps. Il te vole ta carte d'identité intérieure. Il te fait croire que tu es nul, folle, coupable, toxique, incapable d'être aimé autrement que par lui. Et ce programme reste gravé quand il ou elle n'est plus là. Un témoignage recueilli en 2024 par l'association SVS, c'est Solidarité Victimes de Sectarisme, je cite « J'ai quitté mon mari il y a 4 ans. Je refais ma vie. Sur le papier, tout va bien. Mais dès que mon nouveau compagnon hausse légèrement la voix, je tremble, je m'excuse pour tout, je me cache aux toilettes pour pleurer. Je me déteste de réagir comme ça, je me dis que je devais être guéri. En réalité, je suis encore en guerre intérieure. » Guérir, ça existe vraiment, mais ça prend du temps, beaucoup plus qu'on ne le pense. En moyenne, selon les thérapeutes spécialisés, Salmona, Schmidt, Delage, il faut entre 1 à 3 ans pour retrouver un sommeil à peu près normal. 3 à 7 ans pour refaire confiance à quelqu'un sans vérifier son téléphone à 3 heures du matin. Et parfois 10 ans pour ne plus avoir le corps qui se contracte quand on entend une clé dans la serrure. D'ailleurs, si tu en as fini avec ton PN et que tu as encore des petits traumatismes, tu peux me les dire en commentaire et je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître à l'intérieur. Donc ce n'est pas une faiblesse, c'est la preuve que tu as aimé profondément, que tu as cru sincèrement, que tu t'es donné à fond. Le PN ne va pas détruire les gens froids, il détruit les gens chauds, les empathiques, les vrais, comme toi. Alors, si tu es sorti quelques semaines ou quelques mois et que tu te dis « Pourquoi je ne vais pas mieux ? Pourquoi je pleure encore ? Pourquoi j'ai peur de tout ?» Arrête de te flageller. Tu n'es pas cassé, tu es en convalescence. Et la convalescence, c'est long, c'est moche, c'est injuste. Mais c'est possible. Tout comme c'est possible d'en guérir. C'est ça la bonne nouvelle. Plus tu acceptes que la guérison est lente, plus elle va aller vite. Plus tu te donnes le droit d'aller mal, et plus tout ira bien ensuite. Et surtout, une chose importante, c'est entoure-toi de personnes qui comprennent ça. Parce que ceux qui te disent « Tourne la page, il faut passer à autre chose », tu es jeune, tu vas retrouver quelqu'un. Entoure-toi de ceux qui savent que ce n'est pas une rupture classique, que c'est un traumatisme. Si tu écoutes tout ça, et que tu es sorti depuis peu de cette relation, ou si tu connais quelqu'un qui vient de partir et qui croit que dans 2 mois ça ira bien, envoie-lui cette vidéo. Doucement, mais envoie-la. Parce que savoir que la route est longue, ça va empêcher de tomber dans le désespoir qu'on n'est toujours pas guéri au bout de 6 mois. Ici, tu n'es pas seul. On est des centaines de milliers à avoir traversé ou à traverser ce tunnel. Et de l'autre côté, il y a la lumière. Une lumière différente, plus douce, plus vraie. On ne redevient pas comme avant. On devient mieux, plus fort, plus lucide, plus vivant. Merci d'avoir tenu jusqu'à la fin. Si cette série t'a ouvert les yeux, ne la garde pas pour toi. Partage-la à ton ami qui pleure, à ton frère, à ta famille, à tes collègues. Un partage, c'est une vie qui peut basculer dans le bon sens. Et pour toi, en attendant, je te dis que tu vas y arriver. Pas vite, pas facilement, mais tu vas y arriver. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active la cloche, et écris-moi en commentaire « Je sors du tunnel » ou « J'aide quelqu'un à sortir ». Je lirai chaque mot, chaque expérience, et j'essaierai de vous répondre le plus possible. On se retrouve très vite. À bientôt.